Donc, on va vous présenter au travers donc, de sessions techniques ponctuées de démos. Donc, à vous qui êtes population de développeurs, développeuses, d'architectes et d'opérateurs pour approfondir vos connaissances sur les produits logiciels du portfolio de VMware qui s'appelle Tanzu, hein, qui est un portfolio à la fois de produits de services autour d'un grand thème qui est la containerisation et l'exécution de vos applications, hein, en particulier sur des socles Kubernetes. Donc, cette session, en fait, elle va être tournée autour d'un sujet qui est important, hein, qui est l'observabilité, pour vous permettre de mesurer à la fois la performance technique, hein, de vos plateformes, de vos applications, et avec un impact fort sur l'aspect économique, hein, de la bonne santé de vos applications qui vont se traduire aussi par une bonne santé de votre business au travers de ces pratiques. Pour information, donc avec Alexandre, nous avons fait cette présentation lors du Spring One qui s'appelait Welcome to the Matrix, avec une petite blague sur la matrice, hein, dans laquelle il est parfois difficile de naviguer. Donc Didier et Alexandre, donc je vais me présenter. Voilà. Ah. Voilà. Donc on va naviguer au travers des flèches hautes et basses. Donc Didier Burkhalter, moi je suis Solution Engineer chez VMware dans une équipe qui s'appelle Tanzu, hein, qui est dédiée aux produits qui tournent autour des applications, donc les plateformes, les applications, et en particulier avec un focus qu'on verra tout à l'heure sur les technologies Spring et Spring Boot. Je te laisse la main, Alexandre. Bonjour à tous, Alexandre Manche, Solution Engineer chez VMware Tanzu. Je travaille également avec Didier. Cette session, ce sera l'occasion pour nous de vous présenter l'intérêt de mettre en œuvre l'observabilité pour vos applications et vos infrastructures. Donc, on verra après une première introduction sur l'observabilité, sur les raisons pour lesquelles ces concepts-là doivent être pris en compte dans vos projets. On verra ensuite, à travers des démos live, mise en œuvre de ces concepts afin de pouvoir donner du sens en fait, à vos métriques. Hein, c'est vraiment un peu le fil rouge de cette présentation, c'est d'arriver à pouvoir extraire des informations intéressantes de vos applications et de vos infrastructures, de pouvoir faire de la corrélation de données afin d'en tirer bénéfice et de pouvoir faire tourner vos applications comme il se doit. Didier, c'est à toi. Alors, l'observabilité, donc une petite introduction sur l'observabilité, donc le pourquoi, le comment, enfin le quoi, le pourquoi et le comment. De nouveau, je cherche le focus. Alexandre, j'ai perdu le focus. Ah, le voilà, j'ai retrouvé mon focus. Donc, l'observabilité, on va partager une définition sur l'observabilité parmi d'autres, hein, bien sûr. Alors, celle-là peut-être un peu académique. J'ai un souci de focus. Voilà. Donc, l'observabilité, c'est des caractéristiques qui sont mesurables d'un système qui nous permettent de voir, hein, d'observer ce système comme ses états internes, hein, ses comportements. Et ces comportements, en fait, on va pouvoir les observer donc, de l'extérieur au travers de différentes techniques d'interrogation. Et c'est aussi donc ces interrogations, on va pouvoir les faire au travers de systèmes de requêtes, hein, pour découvrir ce qui se passe dans les systèmes et comprendre, hein, ce qui s'y passe. Donc, Alexandre a parlé de sens. Donc, les premiers slides vont être beaucoup orientés autour du sens qu'on va pouvoir avoir de tirer de ces systèmes. Donc, l'observabilité, hein, qu'on appelle parfois aussi monitoring, qu'on appelle supervision parfois aussi. Donc, c'est la base très importante pour des pratiques de ce qu'on appelle le Reliability Engineering, hein, ou SRE, hein, qui ont été mis en lumière par les grands de l'Internet. Donc, les pratiques humaines pour gérer au mieux vos systèmes.
Ça permet de fabriquer des systèmes visibles, hein, généralement autour de dashboards, centrés vers l'humain ou tournés vers l'humain, par exemple sur vos plateaux, des grands écrans qui vont partager les comportements des systèmes les plus importants, sur une pratique autour de la data, autour de l'information. Et une fois qu'on a toutes ces informations, qu'on peut les afficher, qu'on peut avoir des tendances, on va pouvoir prendre des bonnes décisions ou les meilleures décisions possibles et ensuite pouvoir mettre en place des investissements stratégiques pour vos organisations, hein, qui vont apprendre au fur et à mesure qu'elles observent et qu'elles comprennent ces systèmes. Et bien sûr, c'est comment on peut comprendre qu'un système fonctionne bien ou pas selon des critères attendus. Alors, les objectifs principaux de l'observabilité, hein, c'est bien sûr, dans un premier temps, c'est comprendre, atteindre et s'adapter aux besoins de vos business, hein, de vos lignes métiers. Donc ça, c'est vraiment l'objectif final, hein, ce qu'on pourrait appeler le Graal. Le deuxième objectif, qui nous paraît extrêmement important, c'est d'un point de vue technique, fournir des plateformes qui soient stables, qui soient performantes, qui soient adaptatives dans le temps, qui soient aussi avec des coûts mesurés et dont les systèmes d'opération, les operating models, soient le plus adaptés possible. Le troisième pilier, c'est vous rendre, vous, ingénieur système, ingénieur donc SRE, le plus heureux possible, hein, si on peut dire ça comme ça. Si vous êtes heureux avec vos systèmes, si vous les comprenez, vous serez aussi performant et vous serez aussi performant à la fois sur un plan personnel, et bien sûr, ça va profiter à vos organisations, à vos sociétés. Et bien sûr, le but ultime, hein, c'est rendre un service qui soit rapide, performant, hein, qui soit centré sur vos clients, un client qui soit interne ou qui soit bien sûr vos clients externes. Alors le comment. Alors d'un côté, on a des systèmes qu'on va appeler observables. Donc là, on va regarder finalement quelques patterns, hein. On a décomposé l'observabilité sous forme de grandes fonctions, de grandes briques, hein, qu'on appelle les patterns. Donc d'un côté, on a les systèmes à observer, donc qu'on appelle les observables. Ces systèmes, ils produisent de l'information, donc les termes sont importants. De l'autre côté, on a des humains ou des systèmes qui vont observer ces observables, et ces systèmes ou ces personnes vont consommer de la data, hein, c'est-à-dire de la donnée brute. Donc cette relation, en fait, elle est basée sur plusieurs piliers, hein. Déjà, on va dire sur un domaine des valeurs des systèmes, donc qui sont fabriqués, hein, des consommations de CPU, taille mémoire, consommation de mémoire, etc., throughput disque. Et on va les consommer sous forme de ce qu'on appelle généralement les trois piliers de l'observabilité, hein, qui sont les logs, hein, générés par les systèmes ou par les applications, les métriques qui sont générées généralement, qui sont des instruments qui sont générés plutôt par des systèmes style operating system, serveur d'application. Et le dernier, ce sont des traces qui sont aussi généralement qui circulent entre les systèmes qui sont distribués. Par exemple, on peut penser à de l'open tracing, à des traces de cette nature qui sont portées par les flux réseau. Cette observabilité, elle est basée sur ce qu'on appelle des contrats ou des instruments et une sémantique, hein, une sémantique qui va être portée par ces instruments. Donc, les grands enjeux, c'est comprendre le sens de toutes ces fonctions, c'est-à-dire les logs, les métriques et les traces. Et les soucis qu'on rencontre parfois, c'est une mésentente ou une non-compréhension du sens de ces métriques entre les producteurs, hein, qui sont les observables, et les consommateurs de ces métriques. Ça, c'est le premier point. Donc, non-compréhension de ce que produisent les systèmes, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une relation qu'on pourrait appeler d'asymétrique ou d'asynchrone, c'est-à-dire
quand les systèmes sont fabriqués, ceux qui fabriquent ne vont pas forcément rencontrer dans le temps ou dans l'espace ceux qui vont consommer ces datas. Donc, c'est une problématique qu'on va rencontrer dans les slides suivants. Et on verra comment, avec les démonstrations qui sont faites par Alexandre, comment on peut réconcilier les producteurs et les consommateurs de ces métriques. Et donc, bien sûr, ça induit des latences projets ou alors tout simplement une non-compréhension, une mécompréhension de ce que produisent les systèmes à observer. Alors, comment on le fait? Donc, d'un côté, on a de nombreux systèmes à observer. De l'autre côté, on a de nombreux observeurs au travers de ces trois piliers, log, métrique et trace. On voit déjà qu'on a ce qu'on pourrait appeler une tension sur la cardinalité de ces systèmes, c'est-à-dire est-ce que tout le monde observe tout le monde? Est-ce que certains ne s'intéressent qu'à certains types d'informations? Donc ça, c'est une première problématique à résoudre. Donc pour faire cette observabilité, on va mettre en place des outils. Donc ils sont très nombreux sur le marché, ils existent depuis très longtemps. Ces outils vont collecter de la data. Ensuite, on va prendre ces métriques, ces informations, on va les processer, on va les interpréter, les transformer, les filtrer. Donc, on va dire, de grosses problématiques de traitement, de traitement à l'échelle, c'est vraiment du big data. Ces data, on va les stocker, donc très généralement dans des time series. Tout à l'heure, on en parlera d'une en particulier, mais on peut penser à du Prometheus. On va afficher ces métriques dans des dashboards qui sont le plus pertinent, le plus destiné aux bonnes populations et aux beaux besoins. Donc, ces dashboards de display. Donc là, on peut penser par exemple à des choses comme Grafana. Tous ces systèmes vont nous permettre d'agir ou de réagir à des fonctions ou nominales ou anormales. Et ensuite, on va donc sur ces aspects d'action, on va pouvoir faire des alertes auprès des bonnes personnes ou des bons systèmes. On va pouvoir bien sûr corriger les incidents. On va pouvoir par exemple scaler à la hausse, à la baisse nos systèmes. Et en sous-jacent, il est intéressant de mettre en place des fonctions d'analyse, de collecte des tendances basées sur des systèmes qui sont de plus en plus accessibles, qui sont du machine learning, voire de l'intelligence artificielle. Alors, le qui et le comment. Donc, pour atteindre les objectifs métiers d'une façon sécurisée, efficace, et puis des coûts qui sont raisonnés. Donc, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les contrats de service. Donc, ces contrats de service, finalement, ils vont intervenir toujours de la même façon, entre les systèmes à observer et les observateurs. Un point qui est important, c'est ces systèmes, ils sont de chaque côté, ils sont désignés, ils sont conçus par des humains. Sur la partie gauche, les systèmes observés, les humains qui fabriquent, qui conçoivent et qui fabriquent ces métriques n'ont aucune idée. En général, ne veulent avoir d'ailleurs aucune idée sur qui va les consommer. Et les systèmes, les humains qui vont concevoir la partie observée n'ont parfois pas de contact avec les gens qui ont fabriqué ces instruments. Et donc là, on voit qu'il y a un besoin de compétences, un besoin de compréhension de ce qui a été fabriqué. Donc, on va mettre en place des objectifs de service, ce qu'on appelle des SL, SLO, SLI. Donc, en se disant, moi, mon système, j'aimerais bien qu'il puisse traiter, je ne sais pas, 100 000, 1 million de requêtes par seconde. Donc, ça, c'est ce qu'on aimerait voir délivré par un système ou un ensemble de systèmes. Et une fois qu'on a passé, on va dire, on top les objectifs, on va devoir converger vers la réalité des systèmes. Donc, c'est-à-dire, avec ce que l'on va collecter comme instrument et traiter comme instrument, c'est comment on va pouvoir atteindre ces objectifs par des paliers successifs. Donc ça, c'est idéalement, l'idée, c'est que ceux qui fabriquent et ceux qui consomment se mettent d'accord sur des contrats qui soient partagés.
pour amener du sens, sur à la fois les métriques et les dashboards qu'on va mettre en place. Donc là, on voit un besoin très fort, bien sûr, au départ, de modélisation, de collaboration entre les différentes équipes, entre les équipes projets, d'expérimentation et basée sur l'itération, l'adaptation et l'analyse. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les plateformes récentes, basées sur le cloud, qu'ils soient publics ou privés, ce type d'itération et d'expérimentation a été largement facilité. Et bien sûr, en sous-jacent, toujours s'appuyer, si possible, sur des tendances. Des tendances qui vont pouvoir regarder dans le temps et sur des gros volumes de données ce qui se passe vraiment dans la réalité. Donc SLI, SLO, et puis bien sûr le SLA, on l'a mis expressément de côté parce que ça serait le ideally shared contract. Là, on a repris une petite phrase je crois que c'est, j'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est de chez Facebook, You build it, you run it. Et on s'est dit, tiens, il faudrait ajouter un troisième verbe, c'est you measure it. Donc, comment vous pensez aujourd'hui conduire vos ambitions métiers? Donc, ce qu'il faut, c'est être sûr que chaque métrique a du sens pour chacun d'entre vous, pour chacune des équipes. Il faut utiliser des métriques intéressantes. Est-ce que les métriques que vous collectez, est-ce qu'elles ont du sens pour piloter votre business? Je pense qu'il faut mieux se placer sur l'image de droite, c'est-à-dire pouvoir conduire. Alors, ce qui est à la mode, c'est bien sûr des containers à l'échelle, plutôt que on va dire, de partir avec une jauge vide et puis d'avoir un incident dans vos systèmes, ce qui doit peut-être arriver, mais peut-être pas chez vous. Alors, avant de passer la main à Alexandre, on illustre un petit peu toute cette partie d'observabilité avec des pratiques et des outillages qui sont là, en place depuis très longtemps. Pour la partie, par exemple, design build, on a plutôt des outils de type APM, donc c'est plutôt pour des pratiques, on va dire, de dev, de DevOps, donc avec des instruments et des outils relativement sophistiqués qui vont pouvoir mettre, par exemple, en place des sondes dans vos systèmes. Le CI/CD, c'est plutôt est-ce que mon application est buildée ou pas? Est-ce qu'elle passe des tests de non-régression? Ensuite, on a une sorte de coupure entre cette partie design et la partie run, avec des contraintes différentes sur la partie run, manage, observe, où les tableaux de bord seront peut-être beaucoup plus sophistiqués avec des indicateurs qu'on va agréger. Peut-être sur la partie run, j'ai envie de savoir en temps réel les débits disques, le CPU qui est consommé, la mémoire qui me reste. Et puis ensuite, en top de ça, on va construire des tableaux de bord plutôt orientés métier. Combien j'ai de commandes par seconde? Est-ce que les systèmes, mon système par exemple de pilotage de voitures connectées, est-ce que les latences sont bonnes ou pas? Et bien sûr là-dessus, toujours basé sur des socles d'apprentissage. Sur ces tableaux de bord, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu nous partages ta perspective? Merci Didier. L'idée en fait derrière, c'est que il y a beaucoup d'outils qui existent. On l'a vu vous avez le choix, vraiment le choix est riche pour choisir ces options d'observabilité. Ce qui est important en fait, c'est d'arriver à collecter, d'arriver à capter un maximum de métriques. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir derrière relier des informations. Lorsqu'il se passe quelque chose sur mon application, un incident, quelque chose d'anormal, je dois être en mesure de pouvoir relier cet incident ou ce comportement anormal avec des choses qui se passent peut-être au niveau de mon système. Alors, c'est peut-être mon infrastructure, c'est peut-être des couches intermédiaires. Et on comprend bien du coup l'intérêt de pouvoir collecter un maximum de métriques. Ce qui pose du coup les enjeux qu'on a vus avec Didier à l'instant. Donc là, ce que je vous propose, c'est de basculer sur un cas concret, un cas pratique. Donc, je vais pour cela ouvrir une application
une application d'exemple dans laquelle on va retrouver la mise en œuvre de ces principes. Donc là, vous retrouvez une IHM. Donc là, ce que je vous montre, c'est Tanzu Observability. Mais ces concepts-là sont valables sur d'autres outils. Donc là, on a grosso modo une application. On va essayer de visualiser cette application. Donc, c'est une application qui est composée de différents composants, différents microservices. L'application de vente de t-shirts dans laquelle vous allez retrouver des interconnexions entre ces différents composants. Et donc, depuis ces écrans-là, j'ai mis en place un dashboard qui va me permettre de visualiser toutes les informations que je collecte. Donc, je collecte des informations non seulement de mon infrastructure sur laquelle je tourne. Donc, on va retrouver ici des informations sur le réseau, on va retrouver des informations sur la charge CPU qui font tourner, sur laquelle mon application tourne. Mais l'idée, c'est que je puisse aussi, dans un seul et même écran, remonter des informations sur le comportement de ma base de données, par exemple, combien de temps je mets pour écrire, faire des requêtes en écriture, identifier les requêtes qui sont anormalement longues. On va pouvoir relier donc des informations de cache, CPU, le processus et la mémoire aussi, surtout de mon application. J'ai tout dans un seul et même écran. Donc, pour celui qui doit opérer, qui doit superviser cette application en production, on a d'un coup d'œil à la fois une vision sur ce qui se passe sur mon infrastructure et une idée de ce qui se passe au niveau de mon application. Et par-dessus tout ça, ce que l'on vous invite à faire, c'est d'ajouter du sens à ces métriques. Et pour ajouter du sens, l'idée, c'est d'ajouter ses propres métriques. Là, en l'occurrence, c'est ce qui est fait au niveau de ce dashboard et de cette application. Ici, j'ai choisi d'exposer le nombre de transactions par seconde. Donc là, il s'agit de visualiser combien je vends de t-shirts par seconde, ce qui peut être un indicateur clé dans le cadre de mon business. J'ai besoin de savoir si mon activité se comporte bien ou pas. Donc là, prenons l'exemple d'un cas concret. Je vois qu'ici que mon système m'indique que j'ai une baisse au niveau du nombre de transactions. Donc, on va essayer d'abord, dans un premier temps, on visualise que le nombre de transactions baisse assez sévèrement. Donc, on va regarder, on va essayer de discriminer. On va essayer d'avoir une vision par session utilisateur. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, cet indicateur métier qui est exposé par l'application, c'est l'application elle-même qui expose cette métrique. Et on voit que globalement, l'expérience utilisateur, elle est mauvaise pour tout le monde. Donc, il ne s'agit pas d'un utilisateur en particulier, mais globalement, l'expérience est dégradée. Donc, l'idée, c'est de se dire, d'où vient ce problème-là? On voit que si on récupère et qu'on met côte à côte toutes les métriques, on va avoir finalement beaucoup de métriques, arriver à déterminer, identifier la raison pour laquelle l'expérience se trouve dégradée. Ça peut sembler compliqué prime abord, et ça l'est effectivement, hein. À force à vouloir collecter un maximum de métriques, on se retrouve à être noyé sous l'information. Donc, on va essayer de changer notre braquet, essayer de voir au niveau de nos instances d'application. Et là, on se rend compte en fait rapidement qu'en réalité, c'est certes tous les clients qui sont impactés par cette baisse de la performance de mon application, mais en réalité, c'est une instance dans mon application. Donc, on peut imaginer que cette application, elle est avec de la haute disponibilité, donc plusieurs instances réparties sur plusieurs nœuds. Et on voit qu'en réalité, c'est une instance qui, globalement, va dégrader l'expérience de tous mes utilisateurs. Donc, maintenant qu'on a identifié une source pour notre incident, on va essayer de visualiser et on va se concentrer uniquement sur cette instance 5 qui pose problème. Malgré tout, on voit que depuis cette instance 5, on retrouve beaucoup d'informations. Donc là, on essaye de filtrer, on essaye de raffiner notre analyse pour essayer d'arriver à identifier le problème. Mais on sait qu'on a une baisse de nombre de transactions, on sait que ce problème-là concerne tous les clients, mais que malgré tout, c'est limité à cette instance 5. Donc c'est là où je vais mettre en œuvre une fonctionnalité de Tanzu Observability, c'est que je vais faire de la corrélation de données. Donc là, j'ai un mécanisme qui est en place et qui va me permettre de récupérer de toutes les métriques qui sont exposées,
l'outil va identifier des tendances et il va être en mesure d'isoler toutes les métriques qui ne se comportent pas de manière normale. L'idée, c'est d'arriver le plus vite possible, de filtrer, de raffiner. Et là, on voit que vont se détacher un certain nombre de métriques. Donc, on voit qu'à un moment donné, effectivement, ça décroche et on voit que la période à laquelle ça décroche est synchronisée avec, et en lien avec la baisse du nombre de transactions. Donc, on va zoomer. On va ici synchroniser toutes les autres graphiques pour visualiser en même temps sur une même échelle de temps. Donc, on retrouve effectivement ici notre indicateur de transaction. On voit que cet indicateur baisse. Et on voit également, en parallèle, ici, que notre outil a identifié que la quantité de mémoire disponible pour mon application semble assez corrélée avec la baisse du nombre de transactions. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelques minutes, si vous avez toutes les informations disponibles, les informations de votre application, les informations de votre plateforme, de votre infrastructure, associées à des informations, on va dire, métiers, vous allez être en mesure, avec des outils comme ceux que je viens de vous présenter, de faire de la corrélation de données, d'identifier, de filtrer. Et là, s'agissant de ce cas concret, eh bien là, on sait qu'il y a probablement eu un déploiement de l'application avec un bug, probablement une fuite mémoire qui a entraîné la dégradation des performances au niveau de mon application. Voilà. Donc, c'est vraiment par ce biais-là qu'on va être en capacité de pouvoir collecter et d'avoir une vision 360 sur tout ce qui se passe. Et ça sous-entend qu'on a accès à un maximum d'informations. Mais là, il s'agissait d'un problème, on va dire, typique de mauvais comportement de mon application. On voit en fait que avec la multiplication des systèmes distribués, ce genre d'incident, ce genre de problème, il s'en trouve démultiplié. Hein, vous imaginez bien qu'avec la multiplication des conteneurs et d'architectures de type microservices, le problème peut se trouver à n'importe quel endroit dans mon système. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, on avait l'habitude de fonctionner avec des applications monolithiques. On avait un seul artefact à déployer et finalement, arriver à trouver un problème dans mon application, c'était simple. C'était facile de rajouter du code métier, c'était facile de débugger et d'identifier les problèmes dans mon application. On pouvait facilement rajouter des comportements, on va dire, génériques que l'on peut appliquer à l'ensemble des traitements. Le problème, comme vous le savez, c'est que ce genre d'architecture, c'est difficile à tenir, à monter à l'échelle, de faire du scaling sur ce genre d'architecture. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'architectures vont migrer sur des architectures en distribué avec des microservices qui vont permettre de pouvoir identifier, de pouvoir s'adapter et donc, par exemple, de pouvoir faire du scaling sur une partie seulement de l'application. Et du coup, ce que l'on gagne en termes de scalabilité, en termes de résilience aussi, hein, puisque on va être en mesure de pouvoir déployer certaines parties de notre application et pas simplement d'un seul tenant, du coup, ça complexifie la recherche de problèmes, puisqu'on va devoir se retrouver à devoir résoudre de nouveaux problèmes. Mes instances de mon application, elles peuvent être tuées à n'importe quel moment. Mon scheduler, par exemple Kubernetes, si il voit que le processus de mon code métier se comporte mal, peut-être qu'il va tuer mon pod. Et donc, du coup, au niveau de mon observabilité, je ne sais pas à l'avance quelles vont être les adresses et quels vont être les mécanismes pour me connecter à ces différentes instances qui vont et qui viennent au gré de ce qui se passe au niveau de mon infrastructure. Idem lorsque je choisis d'augmenter mon infrastructure, lorsque je rajoute de nouveaux nœuds. Vous devez, à partir de là, être en mesure de pouvoir rajouter facilement, de pouvoir réagir et de pouvoir ajouter l'observabilité sur l'ensemble des nœuds que vous rajoutez. Et du coup, plus vous avez de nœuds, plus vous allez avoir des problématiques pour synchroniser la configuration. Et comment est-ce que vous allez faire pour récupérer les métriques de toutes ces instances? Hein, vous ne savez pas à l'avance où se trouvent vos instances, où se trouvent vos nœuds. Donc, on voit que c'est compliqué. Si on a ce genre de choses, on va se retrouver rapidement à devoir faire de la configuration statique, comme si on avait l'habitude de le faire avec nos applications monolithiques. Et on comprend bien qu'avec les approches cloud aujourd'hui et cloud native, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe quand notre application est cassée et que ça ne fonctionne plus? Didier avait parlé précédemment des approches SRE. SRE, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné, on sait ce que ça veut dire. SRE, c'est pour certains simplement redémarrer tout. Simply restart everything. Ça résout la plupart des problèmes, mais ce n'est pas l'objectif de ce talk, de cette session, vous avez bien compris. L'idée, c'est d'avoir des bonnes pratiques autour des métriques. Et de la même manière qu'on a décentralisé notre code métier, de la même manière qu'on a éparpillé notre code métier dans différentes unités, ce qui nous amène des bénéfices, il faut traiter les métriques de la même manière. Donc, un microservice, une application, elle est construite par une équipe. C'est cette équipe qui sait les métriques qu'elle doit exporter. Donc, on parlait de sens tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met comme sens dans les métriques? Ça veut dire qu'au sein même des équipes produits, au sein même des équipes au niveau d'un microservice ou d'une instance d'application, c'est bien cette équipe-là qui doit se charger d'exporter les métriques qui font sens. Et on comprend bien qu'avec la multiplication des instances, la multiplication des infrastructures, on peut plus se permettre d'avoir une configuration centralisée. Donc, votre système de monitoring, lorsque vous allez collecter toutes ces métriques, doit être en mesure de découvrir ces instances au runtime. Donc, il ne faut plus de configuration centralisée, il faut être en mesure de réagir de manière dynamique. Et enfin, derrière, on voit qu'on a une architecture distribuée, et donc avec des appels réseau entre ces différents composants. Et on a la nécessité du coup de pouvoir suivre. Lorsqu'un appel arrive, lorsqu'une requête métier est traitée par votre application, cette requête, elle va faire peut-être l'objet d'un traitement par différents composants, différents microservices peut-être. Et donc, on doit pouvoir suivre ce qui se passe. Et on doit pouvoir éventuellement même d'ailleurs pouvoir suivre sur différentes infrastructures. Et donc, c'est pour ça que vous avez besoin aussi d'utiliser des standards parce que votre application microservice, ça vous permet aussi d'avoir différents composants, peut-être en Java, peut-être dans d'autres langages. Et du coup, il faut s'appuyer autant que possible sur ces standards pour pouvoir suivre quel que soit le langage, quel que soit le framework, quelle que soit la version de votre application et de vos frameworks. Et aujourd'hui, il existe des standards pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, appliqué à Prometheus et Kubernetes, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Pour pouvoir découvrir dynamiquement ces instances, vous voyez ici, au niveau de Prometheus, ce qu'il y a à faire pour pouvoir rajouter et pouvoir déclarer que mon pod doit être monitoré. Et ensuite, vous devez exposer une URL, un endpoint qui va exporter vos métriques. Et s'agissant du distributed tracing, vous avez, s'agissant de Spring Boot, des bibliothèques disponibles, en particulier Spring Cloud Sluice, qui va vous permettre simplement en ajoutant cette bibliothèque, de pouvoir ajouter de l'instrumentation sur les appels réseau. Parce qu'un microservice va en appeler un autre, il va y avoir des informations qui vont être ajoutées dans les entêtes. Ces entêtes HTTP respectent des standards de type Open Tracing et vont ensuite être en mesure pouvoir être interprétés par les systèmes de visualisation. Donc, reprenons l'exemple d'une application typique comme on a l'habitude de le voir au niveau Spring. Donc, ce que je vous propose là, c'est de reprendre une application que les développeurs Spring Boot connaissent bien, c'est Pet Clinic. Donc là, je fais tourner l'application locale sur ma machine, mais je pourrais très bien la déployer dans un environnement Kubernetes. Et donc, cette application-là, elle expose un certain nombre de métriques. Donc, ce que je fais, c'est que lorsque je démarre cette application, là, en l'occurrence, je m'appuie sur Tenzo Observability et Webfront, en ajoutant ce qu'il faut au niveau de mes dépendances de mon projet. Vous voyez ici que, par défaut, dès que je vais démarrer mon application, je vais avoir un dashboard qui va être créé pour moi. Donc, si je clique ici sur ce lien, on va se retrouver dans un dashboard qui a été préconstruit automatiquement pour moi. Donc, ajouter de l'observabilité dans mon application ou dans mon infrastructure, c'est immédiat. Hein, je démarre mon application et j'ai déjà les dashboards qui sont disponibles. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir visualiser rapidement les informations de notre application. Donc là, on voit une application qui tourne. On va pouvoir, avec des dashboards préconstruits, commencer déjà à pouvoir exploiter ce qui se passe. Donc là, on va visualiser le taux de requête. On va identifier les requêtes qui sont plus longues. On va récupérer des informations sur nos métriques. Et on voit ici que
on a rapidement les informations disponibles. Idem pour la partie distributed tracing. Là, vous avez un exemple de mise en œuvre de mon application qui fait appel à différents composants. Dans ce mécanisme-là, ces différents microservices, lorsqu'ils sont appelés, je m'appuie sur Spring Cloud Sleuth pour automatiquement extraire ces informations. Et donc là, je vais pouvoir identifier, visualiser qu'éventuellement, il se passe quelque chose d'anormal sur mon application. On a vu tout à l'heure qu'on va pouvoir faire de la corrélation de données. Donc, je vais pouvoir corréler non seulement ce qui se passe au niveau de mes appels réseau, avec ce qui se passe au niveau de mes métriques, au niveau des métriques exposées par l'application, et éventuellement faire le lien avec des problèmes au niveau de mon infrastructure, comme on a pu le voir. Donc tout ça, ça se fait de manière assez simple en ajoutant les dépendances nécessaires pour Wavefront, Tenzo Observabilité. Donc on voit que pour ajouter des métriques dans une application Spring Boot, aujourd'hui, c'est très simple. L'intérêt des applications, des frameworks Spring Boot, c'est qu'il s'appuie sur un framework qui s'appelle Micrometer. Micrometer, c'est globalement un framework qui va faire une abstraction. Donc, en s'appuyant sur Micrometer, je vais pouvoir, dans mon application, exposer mes métriques dans un format qui est complètement agnostique. Donc, ce que vous voyez là, les métriques que j'ai exposées, en réalité, il n'y a aucune dépendance avec Tenzo Observability ou avec un autre système de monitoring. Donc, depuis Spring Boot, avec l'API de Micrometer, je vais pouvoir exposer, par exemple, mes métriques sous un format, par exemple, qui va correspondre à Prometheus. Et on va voir qu'avec Spring Boot, on va avoir énormément de métriques qui vont être exposées, la mémoire, les requests, l'état de mon CPU, etc. Et ça fait beaucoup de requêtes qui sont disponibles. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, autant que possible, de vous concentrer sur les métriques qui font sens par rapport à votre application. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir créer ses propres métriques. Ces propres métriques qui vont donner une certaine coloration, on va dire business, ligne métier, qui correspond à ce que fait votre application. Et ce faisant, vous allez pouvoir identifier si votre application se comporte bien par rapport à ce qu'elle a à faire. Donc là, voyons dans un cas concret, reprenons notre exemple de Pet Clinic. Donc là, on visualise, donc vous visualisez l'application Pet Clinic que vous connaissez probablement, une application de démo classique. Donc là, on a une clinique vétérinaire, on a des clients qui viennent apporter leur animal de compagnie. Et donc, ce que je souhaite, c'est visualiser le nombre d'animaux domestiques que j'ai actuellement dans ma clinique. Et donc, ajouter une métrique. Là, je vais l'activer ici en direct. Donc là, vous avez un exemple de code. Vous pourrez voir ici que notre code s'appuie exclusivement sur de l'API Spring et Micrometer. Donc, il n'y a aucune référence à Prometheus ni à Tenzo Observability. Et je vais exposer ici les différents animaux de compagnie qui sont présents dans ma clinique. Donc, on va redémarrer simplement pour prendre en compte l'activation de cette métrique. Donc, je ne vais redémarrer que le composant qui porte la métrique en question. Notez au passage qu'on va rajouter du sens à nos métriques. On va identifier, on va avoir une certaine nomenclature et on va ensuite, sous cette dénomination, pouvoir filtrer en fonction des types d'animaux. Donc, on retourne sur notre dashboard et on va pouvoir, en visualisant un dashboard que j'ai déjà préparé. Alors, on va le visualiser tout de suite. Ma Pet Clinic. Non, elle était là. Hop. On va pouvoir visualiser, en fait, on voit que je n'ai pas dépassé mon trial. On va visualiser ici les informations de mon application. Donc, on va peut-être redémarrer simplement le dashboard. Voilà. Et visualiser, alors là, on voit que les informations ne sont pas encore remontées. Il va falloir probablement attendre que les informations remontent. Mais l'idée, c'est que vous puissiez rapidement éditer vos dashboards, visualiser. Donc là, on va par exemple rajouter un animal de compagnie. On va le mettre sur une certaine date. On va dire que c'est un hamster, par exemple. On va visualiser ça.
Et en fait, ces informations-là, elles vont être rendues disponibles dans notre dashboard. L'idée, c'est qu'après, en plus, vous puissiez les exporter. Donc là, on commence à visualiser certaines informations qui sont exportées. Donc dans ma clinique, j'ai différents types d'animaux. On voit que les informations, alors il faut se mettre aussi sur une bonne échelle de temps. Ça va aider. Et voilà. Et on va visualiser le nombre de chiens, de chats, de lézards, etc. Donc là, on voit qu'il n'y a pas le hamster. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va éditer, notre dashboard et on va rajouter en direct l'information dont j'ai besoin. Donc là, depuis mon outil, je vais ajouter un. Alors, ce n'est pas celui-là, pardon, c'est celui-ci. On va rajouter une métrique. On va une métrique et on va sélectionner du coup les informations qu'on peut récupérer. Donc là, on voit qu'on peut récupérer un certain nombre d'informations issues de ma plateforme, de mon infrastructure, de mon application. Donc, on va ici récupérer les informations qui m'intéressent et on va pouvoir filtrer. Filtrer avec les informations. Et donc là, je veux uniquement les hamsters. Une fois que j'ai ça, on voit qu'il y avait déjà un hamster qui avait été créé. On va pouvoir ici personnaliser notre métrique. Donc, on sait que c'est un nombre entier. On va ici visualiser et on veut afficher pour que ça soit le plus sympa. On va visualiser donc nos hamsters. Voilà. Et là, on a quelque chose. Donc, on va sauvegarder. On voit qu'ici, on est passé de 1 à 2. Donc, ça correspond en fait à l'ajout dans la pet clinique, comme on a vu tout à l'heure. On va pouvoir sauvegarder notre dashboard. Et vous voyez qu'on va pouvoir du coup croiser des informations métiers, donc le nombre d'animaux dans notre clinique, avec des informations qui sont dans notre infrastructure, des informations de JVM, de réseau, etc., etc. Donc là, le temps que les informations soient sauvegardées, vous allez du coup pouvoir adapter la visualisation de votre application en fonction de ce que vous avez à faire. Donc ces choses-là, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut facilement rajouter dans vos infrastructures. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'avoir cette approche qui vous permette de pouvoir croiser les informations que vous avez. Et là, on voit, comme on l'a vu dans le code, qu'on va s'appuyer exclusivement sur des informations qui sont au niveau de micrometteurs. Donc, il n'y a aucune dépendance avec un logiciel en particulier de supervision. Et on revient sur les principes qu'on avait exposés au début. Ce qui est important, c'est de donner du sens. Donc, nommer vos métriques et identifier derrière le sens que vous voulez apporter. Le développeur qui rajoute ces métriques, il doit être en lien avec les dashboards qui sont créés pour qu'on puisse identifier où se trouve l'information et qu'est-ce qu'elle représente. On parle de ce contrat implicite qu'on avait vu précédemment. Donc voilà pour cette démonstration. Didier, si tu veux bien conclure. Il faut que je retrouve, que je me mette off mute. Donc là, on a vu avec la présentation et la démonstration d'Alexandre qu'une bonne ou une meilleure observability conduit à des applications de meilleure qualité, puisqu'il y a plus de soins à la conception, à la réalisation. Et là, sur ce qu'on a vu, c'est bien sûr, ça mène à un meilleur comportement métier. Donc, en étant plus proactif, plus efficient, donc, on parlait de cette partie contrat de sens et contrat d'exécution entre les équipes métiers et les équipes techniques. Donc, en apprenant plus tôt et en anticipant les soucis, on aura on va dire des comportements beaucoup plus efficaces, plus agiles dans la partie cycle développement logiciel. Et le tout étant bien sûr basé sur beaucoup de communication, beaucoup de collaboration et sur la partie acte, je dirais beaucoup d'itération entre ces différentes équipes. Voilà qui conclut notre session. N'hésitez pas à remplir formulaire de questions. Si vous avez des questions à remplir, vous avez la petite boîte Q&A, questions-réponses. On prendra un peu de temps à l'issue de cette session pour répondre à vos questions. N'oubliez pas que les produits qu'on vous a montrés ce matin, Tenzo Observability, basés sur Wavefront,
vous avez la capacité d'évaluer gratuitement ce produit-là. Vous avez vu, la mise en œuvre est extrêmement rapide. On peut littéralement, en quelques minutes, ajouter de l'observabilité dans vos applications et vous pouvez déployer et ajouter de l'observabilité sur vos infrastructures. Par exemple, un cluster Kubernetes, c'est l'affaire de quelques commandes à déployer et vous allez pouvoir remonter ces informations très rapidement. L'application de démo, vous avez vu l'application Pet Clinic. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur la construction de cette application et la manière dont on peut extraire des informations métriques, je vous invite à consulter le code source. Pour la prochaine étape, n'oubliez pas, le 3 décembre, c'est dans un mois, nous avons également une prochaine session Tanzu Tech Talk qui concernera la technologie des cloud native Build Packs. Les Build Packs, ça sert à quoi? Ça sert à automatiser la conteneurisation de vos applications. L'idée, c'est que c'est une technologie issue de la fondation CNCF, la même qui chapeaute Kubernetes. Donc, c'est un standard, on pourrait dire ça comme ça, de la fondation CNCF. Et les Build Packs, ça va vous permettre de conteneuriser vos applications à l'échelle dans un environnement Kubernetes. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sur ce lien-là et on aura le plaisir de détailler ensemble les bénéfices des Build Packs. Voilà, merci à vous. Oui, petite question là de Rémi. Est-ce que Micrometer n'est disponible que sur Spring Boot? Micrometer. Alors, Micrometer, c'est un framework Java. Donc, à vrai dire, Micrometer, on va pouvoir le déployer sur n'importe quelle application Java. C'est un peu l'équivalent du Commons Logging ou du SL4J pour les loggings, qui fournit une certaine abstraction par rapport au log. Ben, Micrometer, c'est la même chose, mais pour les métriques. Donc après, il bénéficie d'une intégration particulière dans Spring Boot. Lorsqu'on crée une application Spring Boot, on a Micrometer qui est déjà intégré. Et pour cause, puisque ce sont les équipes derrière VMware Tanzu qui mettent au point aussi ce framework. Donc, il est également disponible nativement. Il y a une question auquel peut-être je peux répondre, une question de Stéphane sur le mode de licence de Wavefront. C'est un mode au point de capture, c'est-à-dire aux métriques qui sont remontées dans Wavefront. Une question de Rémi par rapport à Wavefront. Est-ce que Wavefront est en mode SaaS ou on-prem? Oui. Donc, la partie, oui. Voilà, c'est uniquement du SaaS. Du SaaS. Et est-ce qu'il est possible de récupérer les métriques Prometheus déjà implémentées dans des clusters? Tout à fait. Wavefront, en fait, est en capacité de pouvoir récupérer les métriques, soit directement au niveau de votre infrastructure. Donc, on déploie un agent en quelques lignes de commande pour déployer l'infrastructure, on va dire, Wavefront dans votre cluster Kubernetes. Et ensuite, vous avez le choix aussi de pouvoir extraire les informations d'un Prometheus existant. Donc là, c'est très pratique. Lorsqu'on est dans une infrastructure existante qui s'appuie déjà sur Prometheus, on est tout à fait capable de venir extraire ces informations-là et de les insérer dans un processus, on va dire, plus global, multi-cloud, multi-cluster, pour récupérer les informations de métriques. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore un peu de temps. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain Tanzu Tech Talk. C'est une série mensuelle avec plein de webinars autour des technologies Tanzu. On a vu en première session Spring Boot et Kubernetes. Aujourd'hui, on a vu Tanzu Observability. Dans un mois, on verra les Build Packs de la fondation CNCF et comment ils sont intégrés dans les solutions Tanzu. Je vous invite à vous inscrire. Je vous souhaite à tous passer une bonne journée et au plaisir de vous revoir. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Portez-vous bien.